bonjour, bienvenue à tout le monde à cette semaine de la fête 2026 et à cette deuxième activité en ce lundi matin. Cathy Janca, je suis chargée de projet pour le pôle d'expertise antérieure en formation à distance et j'aurai le plaisir d'introduire cette deuxième conférence. J'en profite tout de suite justement pour vous inviter à aller consulter, mais aussi contribuer au mur collaboratif, soit pendant la conférence ou bien après, pour s'aider à bâtir ensemble là, quelque chose de très commun en termes de résumé, de comment est-ce qu'on se sent par rapport à cette semaine de la fête. Je vous invite aussi à vous exprimer dans le clavardage. Dites-nous d'où est-ce que vous nous écoutez ce matin. Je pense qu'on serait bien curieux de voir si on est tous dans le même fuseau horaire ou non. Donc, n'hésitez pas à nous indiquer d'où est-ce que vous nous écoutez et nous faire un petit coucou. Donc, ce matin, la conférence qu'on va écouter s'intitule « 2000 parcours, une même philosophie, l'humain au centre de la FAD ». C'est présenté par l'équipe du baccalauréat en enseignement professionnel de l'Université du Québec à Rimouski. On a la chance d'avoir une grosse équipe de 6 personnes ce matin. Donc, je vais les accueillir individuellement. Donc, Michel Deschênes, qui est professeur, Nathalie Gagnon, professeur également, Lucie Dionne, professeur, Chantal Lepire, professeur, Brigitte Morin, conseillère en cheminement universitaire et chargée de cours, et Antoine Hudon, conseiller en cheminement universitaire et chargé de cours. Donc, je leur laisse la parole et je vais juste vous informer que de poser vos questions dans le clavardage. On a une modération qui va les prendre en considération, on va les indiquer, mais ça se peut aussi qu'elles soient répondues au cours là, de la présentation, puisqu'on a la chance d'avoir quand même un gros panel ce matin. Donc, on va en profiter. Et je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour tout le monde, je te remercie Cathy pour la présentation. Comme nous avons un gros et un beau menu à vous présenter aujourd'hui, nous allons commencer dès maintenant. Alors, mon nom est Lucie Dionne, je suis professeure au BEP. Nous sommes très heureux et très fiers d'être ici avec vous aujourd'hui. Notre présentation se divise, comme vous le voyez, en plusieurs parties qui sont autant d'initiatives distinctes mises en place à travers les 20 dernières années. Ça ne s'est pas construit en un jour, ce beau programme-là, et nous n'avons pas eu 2000 personnes étudiantes du jour au lendemain. D'ailleurs, même si vous n'avez pas 2000 personnes étudiantes dans votre programme ou même dans votre organisation, vous pouvez être intéressé ou touché par une initiative spécifique qui s'applique à votre réalité ou à votre milieu. La présentation va donc se dérouler comme suit. Je vais poursuivre quelques minutes pour vous présenter le baccalauréat en enseignement professionnel de l'UQAR. Je vais ensuite donner la parole à mes collègues qui vont tour à tour présenter différentes initiatives mises en place dans notre programme pour soutenir la gestion et l'apprentissage de notre effectif étudiant. Vous allez nous entendre prononcer souvent le mot BEP, qui est l'acronyme de baccalauréat en enseignement professionnel. Ce programme a été développé à l'UQAR à partir de 2003, année où la formation de 120 crédits ou unités a été imposée au personnel enseignant de la formation professionnelle. Dès le départ, ce programme a été offert en formation à distance asynchrone. Nous étions des précurseurs il y a 20 ans pour ce type de formation, surtout en enseignement. Les débuts ont été modestes et très régionaux. On a même tenté de faire des rencontres présentielles durant les trimestres pour donner des notes de cours en papier puis des plans de cours. Mais on s'est vite rendu compte que l'ampleur du programme, les inscriptions grandissantes de personnes étudiantes réparties sur l'immense territoire québécois, vous voyez la carte, on a des étudiants maintenant qui sont répartis partout, ça ne permettrait pas de formule hybride, tant pour les ressources enseignantes, mais surtout pour les étudiantes et les étudiants. En effet, le BEP s'adresse à des personnes enseignantes du secteur professionnel qui ont été recrutées pour enseigner dans un centre de formation professionnelle sur la base d'un métier comme cuisine, design industriel, charpenterie-menuiserie ou coiffure, par exemple, et ce métier qu'elles enseignent à temps plein. Alors, pas le temps de faire de la route pour se déplacer, pour venir à l'université sur des heures de jour régulières et même à l'occasion. De plus, quand on reste à Gaspé, par exemple, on ne vient pas toutes les fins de semaine à Rimouski pour suivre des cours. La formule FAD asynchrone était donc une formule parfaite pour cet effectif étudiant. Les personnes étudiantes du BEP sont atypiques dans les programmes de formation à l'enseignement,
mais on les rencontre de plus en plus dans différents programmes universitaires et collégiaux et vous allez peut-être reconnaître des caractéristiques semblables chez vos apprenants, aussi à la FGA, la formation des adultes, ou dans les classes de formation professionnelle. Une recherche récente à propos de nos étudiants nous a montré qu'au BEP de l'UQAR, 95% des personnes ont 28 ans et plus, avec une moyenne d'âge de 42 ans, c'est normal, exercer un métier avant de devenir enseignant et étudiant. 75% d'entre eux et elles ont des enfants à charge, 2 enfants en moyenne. 62% sont titulaires d'un DEP, comme plus haut niveau de scolarité lorsqu'elles arrivent en formation chez nous. Chaque semaine, ces personnes-là disent consacrer environ 10 heures à leurs études et près de 14 heures à leur emploi. Alors, pour réussir leurs études, elles ont nécessairement besoin de notre soutien. Lorsqu'elles commencent leur premier cours et durant les années qui vont suivre, ces personnes expertes de leur métier opèrent une transition identitaire et professionnelle importante et ce n'est pas simple. Je laisse la parole à Michel Deschaines, professeur responsable du premier cours du BEP, concernant le soutien à la transition aux études universitaires. Merci, Lucie. Donc, les personnes qui s'inscrivent au BEP, vous avez vu le portrait un peu que Lucie a dressé, là, évidemment, elles peuvent rencontrer certains obstacles. On parle d'obstacles situationnels qui peuvent concerner la conciliation de responsabilités multiples. On parle de personnes qui ont un travail rémunéré, qui ont une vie sociale, des activités sportives, les activités sportives de leurs enfants également. Donc, on leur demande d'ajouter à tout ça, en fait, de trouver le temps pour faire des travaux. Puis tout ça, bien évidemment, ça peut engendrer des conflits organisationnels pour eux. Ça désavantage les adultes par rapport aux autres personnes étudiantes. Les obstacles dispositionnels également. Donc, on parle ici des attributs, les aptitudes de la personne. On peut penser à la capacité à gérer son stress, gérer son temps. On peut penser aussi à des caractéristiques comme les expériences scolaires antérieures. On a dit que la plupart arrivaient avec un diplôme d'études professionnelles, mais évidemment, ils sont peut-être pas passés par le collégial ou ils n'ont pas eu l'occasion de développer le métier d'étudiant, disons. Parfois, c'est des difficultés liées à la maîtrise de la langue également. Et le dernier point, c'est les obstacles institutionnels. Donc, on parle ici de gérer l'adaptation aux exigences du programme ou des ressources enseignantes. Puis tout ça, quand ça se passe en formation à distance, bien, ça rajoute une couche de complexité supplémentaire. On parle de facteurs qui sont vraiment propres aux adultes en formation à distance. Il y a des facteurs internes comme une compétence numérique insuffisante ou comme des difficultés sur le plan de la communication avec le numérique. On parle de facteurs externes également, le fait d'avoir des problèmes techniques ou d'avoir un environnement d'études limité et des facteurs liés au programme d'études, donc le fait qu'il y ait moins d'interaction peut-être avec les autres personnes étudiantes ou avec les ressources enseignantes. Et donc, pour réduire tous ces défis-là, on a déployé 2 initiatives dans le premier cours. Il y a une bande dessinée et des témoignages intercohortes. Je vous parle d'abord de la bande dessinée. L'objectif, c'était de démocratiser la demande de soutien au moment de la transition vers les études universitaires. Donc, on s'est inspiré de la littérature scientifique, puis on a fait appel à une vulgarisatrice scientifique qui est Élise Lebeau, qui est vraiment très talentueuse. Et on a co-designé avec elle une bande dessinée. Donc, on s'est regroupé avec des professeurs, des personnes étudiantes aussi, à la fois actuelles et diplômées. Et dans le fond, ce qu'on souhaitait faire, c'était leur montrer qu'il y avait plusieurs façons de vivre la transition, que la façon dont ils la vivaient, ça faisait partie de l'éventail des façons normales de vivre une transition vers les études universitaires, expliquer un peu comment ça se passe avec les différentes étapes qui ont été documentées, puis illustrer aussi le fait qu'il peut y avoir une grande différence entre le plan qui se font en ce moment quand ils commencent le BEP et ce qu'ils vont vivre finalement en cours de route. Et évidemment, leur offrir des ressources, puis on a vraiment misé sur les ressources qui étaient propres aux étudiants de ce programme-là. L'autre initiative qu'on a faite, c'est des témoignages intercohortes. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est briser un peu l'isolement. On a des gens partout au Québec, on a des personnes qui peuvent se sentir isolées parfois. Donc, à la fin de chacun des trimestres du premier cours, je fais appel aux personnes étudiantes qui terminent le premier cours et je leur demande de faire un message à celles qui vont commencer la session suivante. Donc, je leur dis, écrivez un message que vous auriez aimé lire, des conseils que vous auriez aimé avoir maintenant que vous avez fait le premier cours. Puis comme prévu, bien évidemment, ce qu'elles disent, c'est ce que je leur disais avant, mais là, comme ça vient de la bouche des personnes qui ont vécu la même chose qu'elles, je pense que ça donne plus de valeur un peu à ce que les étudiants peuvent lire. Donc, les thèmes qui sont là, c'est des regroupements qui se sont faits naturellement. Là, fait que j'ai un immense document avec un paquet de messages. Puis des fois, ça me permet, durant la session, quand quelqu'un me redit « Ah, je ne sais pas comment je vais y arriver avec la conciliation travail-famille, c'est trop difficile », bien, je les retourne voir ça, puis aller relire un peu ce qui se dit.
Puis ce que j'avais peut-être pas prévu aussi, c'est que je pense que ça contribue à faire en sorte que celles qui finissent, qui rédigent le message, mais ça leur permet un peu d'apprécier le chemin qu'ils ont parcouru durant les 4 premiers mois de leur grand voyage au BEP. Merci, Michel. Le soutien à la réussite des études universitaires passe par des initiatives pédagogiques, mais aussi de gestion. Je vais laisser la parole à Brigitte Morin et Antoine Hudon, deux fiers diplômés du BEP, aujourd'hui conseillères et conseillers en cheminement universitaire à l'UQAR et chargés de cours dans le programme. Merci, Lucie. Alors, comme vous vous doutez, ben oui, on avait des irritants et des enjeux de gestion au nombre élevé de personnes étudiantes qui étaient inscrites au programme. Donc, tout passait par le courriel et vous vous doutez on n'avait pas 2000 étudiants à l'époque, mais bon, c'était énorme. Donc, le volume était très élevé, ce qui rendait la gestion quotidienne vraiment très lourde. Les messages étaient dispersés dans les boîtes courriels individuelles des membres de l'équipe et lorsque quelqu'un s'absentait, ben, il n'y avait pas de continuité là, en cas d'absence. L'utilisation d'un dossier partagé, nous, c'était notre réseau commun levé, donc c'était pas ergonomique, c'était difficile de le maintenir à jour, ce qui faisait en sorte qu'on multipliait les copier-coller, donc entre les courriels, les documents, les suivis, et ça nous causait vraiment un risque d'erreur là, pour les oublis, une mauvaise version, ça devenait vraiment difficile. Nous avions aussi de la difficulté à retracer l'historique complet d'un étudiant, soit les communications, le suivi, les décisions dans le dossier là, de la personne. Et on avait là, une perte de temps vraiment incroyable à rechercher cette information-là un peu partout. Notre communication, ben, elle était vraiment réactive plutôt que proactive. On n'avait pas de vision d'ensemble et c'était difficile de dégager là, des tendances ou des enjeux récurrents. Diapositive. Choisir un outil adapté, un outil de gestion adapté, ça n'a pas été simple parce qu'on avait plusieurs éléments auxquels on tenait. On vivait la croissance importante du nombre d'étudiants. On avait besoin d'une stratégie de communication qui était structurée, efficace, mais surtout durable. Donc, on voulait soutenir là, cette croissance-là sans alourdir le travail de l'équipe. Notre enjeu central, c'était de maintenir un accompagnement personnalisé et humain malgré le volume élevé de demandes qu'on avait. La nécessité aussi, on tenait à répondre rapidement parce que ça fait partie un peu de notre marque de commerce. On voulait répondre rapidement aux personnes étudiantes, mais on voulait continuer là, d'assurer la qualité, la cohérence et l'équité aussi des réponses. Nous avions la volonté de centraliser les échanges et les suivis afin d'améliorer la continuité là, des interventions et la collaboration au sein de l'équipe du module. Donc, ce qu'on recherchait, c'est un outil qui était adapté à la réalité de la formation à distance en mode asynchrone qui favorisait l'accessibilité, la flexibilité et l'inclusion. Alors, nous avons donc opté pour Octopus, qui était déjà présent à l'université au niveau des services informatiques. Qu'est-ce que c'est Octopus? Ben, c'est un outil de gestion centralisé pour les demandes étudiantes qui est conçu pour soutenir l'accompagnement à grande échelle. Ça fait toute la différence. Donc, il y a un point d'entrée unique, que ce soit pour les questions, les suivis, les situations particulières, les demandes, les problématiques. Et c'est un système qui est vraiment structurant, qui permet d'organiser, de prioriser et de suivre les demandes de façon rigoureuse et cohérente. C'est une solution aussi qui est alignée avec une approche humaine et pédagogique, même dans un contexte de volume élevé et de demandes élevées et de formation à distance. Je vous ai mis également un petit visuel. Je trouve toujours ça plus parlant pour que vous puissiez voir ce que c'est un petit peu. C'est notre environnement, nous, du côté des conseillères en cheminement. Alors, ça peut paraître gros, mais vous allez voir un petit peu tout à l'heure qu'au niveau des étudiants, c'est beaucoup plus allégé. Donc, on voit, par exemple, au niveau du point 4, le dossier d'une personne étudiante. Le point 5, c'est sa demande initiale qu'elle nous fait dans le système.
thème. Et le point 6, c'est vraiment les échanges qu'on a avec cette personne-là. Donc, il y a des couleurs différentes. Normalement, le bleu, c'est nous, et le vert, c'est la personne étudiante. Donc, c'est quand même assez visuel et c'est facile de s'y retrouver. On a aussi, je vous mets l'environnement d'une personne étudiante, ce que c'est. Donc, on voit toutes ces demandes classées par date au numéro 4. Et les sujets, bien entendu, là, de ces demandes-là, ce qui nous permet de repérer vraiment facilement là, toutes les demandes qui ont été faites. Finalement, ce qui est très intéressant avec Octopus aussi, c'est on peut avoir des statistiques. Donc, selon le nom, les demandes qui sont faites, on peut voir là, au numéro 2, là, c'est écrit peut-être un petit peu petit, là, mais selon les sujets. Bon, au numéro 3, si c'est une nouvelle demande, si c'est quelque chose qui a été résolu, si c'est quelque chose qui est encore ouvert. Donc, on peut faire des demandes là, comme ça pour certains mois, pour années également. Alors, c'est quand même très intéressant. Là, on a des chiffres sur les demandes qui sont faites. Donc, je passe la parole à mon collègue Antoine. Bonjour, donc je vais poursuivre avec les avantages pour les personnes étudiantes avec l'implantation d'Octopus. En fait, cette plateforme nous a permis d'offrir un accompagnement qui est centralisé en offrant une seule porte d'entrée pour l'ensemble des demandes de nos étudiants. Donc, un seul outil, moins de confusion, moins de dédoublement et de perte d'informations. Actuellement, nos personnes étudiantes obtiennent des suivis généralement en moins de 24 heures. Comme avantage, on retrouve également une meilleure vue sur la continuité dans leur cheminement, entre autres par un historique des demandes faites antérieurement, ce qui nous permet de faire un accompagnement qui est personnalisé et individualisé en tenant compte du parcours et des besoins spécifiques de chacun, ce qui peut conduire à une réduction de la confusion et du stress des utilisateurs, puis à un sentiment d'être écouté, soutenu, tout en favorisant l'engagement, la persévérance et la confiance envers le programme. J'attire votre attention sur les deux images qui sont présentées. Dans l'image plus bas, on retrouve la vue que les personnes étudiantes ont, donc une interface invitant à sélectionner le sujet de la demande, par exemple les stages, le cheminement, la formation psychopédagogique. Dans l'autre image, on retrouve la vue d'ensemble et la liste des requêtes en cours ou résolues faites par les personnes étudiantes. Ce qui m'amène à parler des limites et des défis du point de vue des personnes étudiantes. On retrouve le changement des habitudes de communication. En fait, les personnes étudiantes ont dû modifier leurs réflexes en cessant d'écrire directement par courriel à l'équipe et passer par Octopus. Le temps d'appropriation de l'outil, principalement sur la compréhension du fonctionnement de la plateforme. La perception initiale d'un intermédiaire supplémentaire. Au départ, Octopus a parfois été perçu comme une étape de plus entre la personne étudiante et notre équipe. Puis finalement, l'ajustement des attentes, puisqu'Octopus offre un cadre de communication qui est structuré et formel. Diapo. Ensuite, les avantages que notre équipe a bénéficié, c'est l'efficacité accrue dans la gestion des demandes grâce à une recherche qui est rapide et fiable des dossiers de communication antérieure. La catégorisation structurée des demandes, ce qui permet, par exemple, d'attribuer automatiquement une requête au bon rôle. Donc, selon le type de demande qui rentre dans le système, elles sont automatiquement attribuées à un groupe de personnes. Dans notre cas, ici à l'UQAR, là, on a le rôle d'agente administrative puis le rôle de personne conseillère. Toujours selon notre utilisation d'Octopus, nous avons créé plusieurs activités selon les catégories de la demande et plusieurs réponses uniformisées qu'on utilise fréquemment et qu'on personnalise aux besoins, ce qui assure un gain de temps considérable et une cohérence dans nos interventions. Ensuite, la réduction du dédoublement et des oublis grâce à une vision partagée des suivis en cours, une meilleure collaboration au sein de l'équipe, particulièrement en contexte de forte demande et de télétravail, puis la continuité du service, même en cas d'absence. Les limites et les défis du point de vue de l'équipe, il y a eu une adaptation des habitudes de communication. L'arrivée d'Octopus a nécessité un changement des pratiques et une réorganisation des façons de travailler. Bien évidemment, comme toute nouvelle chose, on retrouve la résistance au changement. On peut penser à certaines réticences liées aux habitudes bien ancrées et à la perception d'une charge de travail supplémentaire. Puis, les premières étapes d'implantation ont impliqué un investissement important de temps. Pensons au paramétrage, à la structuration, à l'appropriation et aux ajustements qu'on devait faire avec Octopus.
Diapo. En bref, Octopus est un outil de communication au service de l'accompagnement pour des communications ciblées et cohérentes, que nos envois soient pour une seule personne ou pour un groupe de personnes, pour la gestion centralisée de l'information, une meilleure anticipation des besoins étudiants. L'outil offre un accompagnement humain structuré et efficace puisque la personne étudiante est au cœur de nos interventions et c'est devenu une force au sein de notre équipe. On reçoit très souvent des commentaires positifs de la part de nos personnes étudiantes sur notre efficacité et la vitesse dont elles sont répondues. Et finalement, Octopus a été pour nous une solution capable de soutenir une forte croissance étudiante sans compromettre la qualité, l'équité ni la relation pédagogique. Merci beaucoup, Antoine et Brigitte. Alors, vous commencez à comprendre combien le numérique joue un rôle essentiel au BEP. Michel nous explique dans la partie qui va suivre les initiatives qui ont été mises en place pour soutenir justement la compétence numérique des personnes étudiantes qui doivent apprendre rapidement à utiliser un système comme Octopus pour obtenir des réponses à leurs questions, mais aussi à devenir des étudiantes et des étudiants universitaires au sein d'un programme FAD asynchrone. Alors, Michel, je te laisse la parole. Merci, Lucie. Donc, dans un projet de recherche qu'on a mené avec des collègues de l'UQAR, puis avec des partenaires dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie et les îles de la Madeleine, Lucie et moi, on s'est intéressés plus spécifiquement au développement de la compétence numérique des personnes étudiantes au BEP. Donc, notre objectif, c'était d'abord de recenser, évaluer, bonifier et implanter des mesures de soutien au développement de la compétence numérique. Donc, on a commencé la démarche d'un projet sur 3 ans. On a commencé en faisant la recension de tout ce qui était disponible à l'UQAR pour soutenir le développement de la compétence numérique des personnes étudiantes. On en a trouvé 36, j'ai envie de dire un peu éparpillés, un peu sur le site de la bibliothèque, un peu au Centre d'aide à la réussite. Et on les a recensés, donc, et on les a fait évaluer par les personnes étudiantes. Les 3 grands constats qu'on a fait à ce moment-là, vous les avez ici. D'abord, les ressources disponibles étaient peu ou pas connues par les personnes étudiantes. Donc, quand on les a fait évaluer, là, quand une personne évaluait une ressource, il y a la moitié des réponses qui étaient « je ne connais pas cette ressource ». Ensuite, quand on regardait seulement celles qui étaient connues, puis qu'on leur demandait est-ce que vous les avez utilisées finalement, bien encore là, on perdait à peu près la moitié des réponses aussi qui étaient je connais la ressource, mais je ne l'ai pas utilisée. Mais finalement, ce qui est heureux, c'était que lorsque les ressources étaient utilisées, elles étaient jugées satisfaisantes par les personnes étudiantes. Donc, je ne parle pas, si jamais cette démarche-là de recension des mesures vous intéresse, là, vous avez le lien vers un guide qui peut accompagner les équipes pédagogiques qui souhaitent évaluer les ressources de tout type, pas nécessairement au sujet de la compétence numérique. Vous avez un guide qui peut vous accompagner dans les questions qu'on peut se poser dans ces étapes-là. Et donc, le plan a changé. Donc, il n'était plus question d'améliorer les ressources, de faire des meilleures capsules. L'idée, c'était vraiment de mieux les faire connaître puis de favoriser leur utilisation. Donc, la première étape, ça a été de centraliser les ressources dans un seul environnement pour éviter aux personnes étudiantes de se rappeler où il y avait vu une ressource ou à quel endroit ils pourraient aller chercher s'il y avait une question. Donc, on a formé une équipe avec des profs et des personnes étudiantes, puis on a co-designé un outil qui regroupe toutes les ressources, puis qui les a organisées selon ce système, une organisation qui s'est faite plus naturellement avec les ressources qui étaient disponibles. Quand on clique sur une des sections, ça nous amène vers une page qui contient en haut toutes les questions qui sont susceptibles de se poser, avec un lien qui nous amène à les réponses aux questions. Ça peut être du texte, ça peut être des vidéos, ça peut être des liens directement vers les ressources qui existent déjà, parce que je vous rappelle que le but, ce n'était pas de réinventer la roue, c'était vraiment de les orienter vers les ressources disponibles. Puis la deuxième étape, ça a été de tout intégrer ça au premier cours du BEP. Donc, dans toutes les activités d'apprentissage ou d'évaluation, chaque fois qu'on se disait peut-être que la personne ne saura pas comment faire ça, on va mettre un lien. Donc, par exemple, dans une activité d'évaluation, on demande de rédiger un travail écrit avec une table des matières. Au moment où on dit vous devez intégrer une table des matières, on met un lien. Si vous ne savez comment faire une table des matières, on arrive directement à la réponse. Donc, l'idée, c'était vraiment de permettre une réponse juste à temps aux questions que les étudiants étaient susceptibles de se poser à tout moment parce que c'est un programme asynchrone, on se rappelle. Puis finalement, la troisième étape, ça a été pour faire accroître un peu la visibilité, de favoriser son adoption. On a créé une seconde bande dessinée avec la même équipe et donc elle est intégrée au reste. Je dirais que ça capte un peu l'attention là, dans le document.
On a aussi fait une capsule vidéo pour expliquer aux personnes étudiantes c'est quoi un repère numérique puis comment ça peut les aider. Puis on a fait également une capsule vidéo pour expliquer aux ressources enseignantes ce que ça peut leur permettre à elles. Donc, l'idée de ne pas refaire la roue chaque fois, là, d'aller réutiliser ce qui est déjà là. Puis nous, ce qu'on sait aussi, c'est qu'en mobilisant les ressources enseignantes pour qu'elles l'utilisent dans leurs cours, ce qu'on sait, c'est que ça permet une plus grande utilisation par les personnes étudiantes quand c'est la ressource enseignante qui offre ou qui présente la ressource. Et toujours dans le cadre du projet de recherche, on a évalué finalement est-ce que ça a bien fonctionné d'avoir implanté repère numérique. Donc, dans 3 cycles d'évaluation et de bonification pendant l'année 2025, parce que je rappelle qu'on accueille des personnes chaque session, donc on a environ, selon les sessions, là, entre 100 et 200 quelques personnes qui s'inscrivent. Et ce qu'on a fait, c'est que chaque fois, on a refait la même démarche. On faisait évaluer, puis on gardait les données qui étaient disponibles en ligne. Et donc, sur les 8000 actions qui ont été faites dans le repère numérique durant les 3 itérations, il y a 60% des actions qui étaient faites en dehors des heures ouvrables. Donc, on se rappelle que ce sont des personnes étudiantes adultes, des parents qui font peut-être leurs travaux pendant que le plus jeune est au basketball, par exemple. Et on le voit là, dans le graphique qui est là, les zones où c'est plus foncé, c'est le moment où il y a le plus d'actions. Donc, vous pouvez voir que tout ce qui est en vert, c'est un moment où, au pire, ils peuvent prendre le téléphone et appeler quelqu'un à l'université s'ils ont besoin, ou ils peuvent s'attendre à recevoir une réponse à leur courriel rapidement, alors qu'en bleu, c'est tous les moments où il n'y a personne finalement au bout du fil. Donc, pour nous, ça a témoigné qu'on avait quand même répondu à un besoin et leur satisfaction nous l'a confirmé également. Il y a 100% des personnes qui ont répondu au questionnaire qui ont trouvé que les ressources fournissaient de nouvelles informations. Il y a 97% qui trouvaient que les réponses étaient utiles et pertinentes. Puis il y a 95% des personnes qui trouvaient que ça répondait à leurs besoins. Donc, on a un peu l'impression qu'on a rempli notre mandat de départ là, dans ce grand projet-là. Merci, Michel. Alors, les personnes étudiantes du BEP sont toutes des enseignantes et des enseignants de seconde carrière. Comme on l'a dit au début et qu'on le rappelle tranquillement, c'est des adultes qui arrivent avec une expérience notable et souvent très riche dans l'exercice de leur métier initial. Je vais laisser Chantal Lepire, responsable de la portion disciplinaire du programme, vous expliquer le dispositif numérique qui soutient la reconnaissance des acquis durant la formation en enseignement professionnel. Merci beaucoup, Lucie. Bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, ces personnes ont de l'expérience appréciable et il y a un dispositif qui a été créé là, depuis fort longtemps pour que ces personnes puissent démontrer le niveau de développement de leurs compétences de métier. Alors, on s'attend à quoi? On s'attend à ce que ces personnes suivent un cours de 6 crédits à l'université, donc qui cumulent 2 trimestres, et ils font ce qu'on appelle un bilan du développement de compétences de métier. On s'attend à quoi, finalement? C'est qu'on s'attend à ce que la personne présente des compétences, les compétences les plus développées dans sa carrière, pour finalement les faire apprécier par une personne experte de sa discipline, pouvant mener jusqu'à 27 crédits universitaires là, en RAC expérientiel. C'est pas rien. C'est dire l'importance que ça revêt pour les personnes étudiantes, bien sûr, qui suivent ce cours. Donc, qui dit revêt importance, dit aussi stress, exigence, et c'est pas évident pour tout le monde là, de naviguer dans ce processus. Donc, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît le niveau des développements. Donc, on a des critères, des sens, des indicateurs de ce niveau avec l'expérience de métier, avec le référentiel de base, qui est le référentiel le DEP, par exemple, à enseigner, ou celui qui est déjà enseigné, car la plupart enseignent. Donc, ce dispositif il est fait de procédures, de consignes, des outils. Il y a plein de personnes aussi qui gravitent, qui sont impliquées. Alors, si je vous invite à regarder à droite de l'écran, vous avez toutes ces mains là, qui convergent vers un même objectif. Donc, il y a les personnes étudiantes, les ressources enseignantes, la personne responsable, la professeure responsable qui est moi-même dans ce cas-ci, mais aussi les conseillères, les personnes conseillères en cheminement universitaire que vous avez devant vous, Brigitte et Antoine, mais aussi toutes les personnes expertes disciplinaires de métier. Sachez que c'est à peu près une soixantaine, de 50 à 60 personnes là, par année qui cheminent dans ce portfolio. Donc, on converge vers quoi? Vers l'accompagnement de la personne étudiante là, pour qu'elle présente un portfolio
pour mettre en valeur le développement de ces compétences. Alors, ça fait longtemps là, quand même que ce dispositif existe et je vous invite finalement à regarder l'image qui est à l'écran. De nouveau, vous voyez un peu une filière, là, ça vous rappelle sûrement des souvenirs. On en a peut-être une chez soi comme ça. Donc, c'est une bibliothèque avec plusieurs documents. Dans le fond, c'est une image qui représente un peu le mode de fonctionnement antérieur qu'on avait pendant plusieurs années, qui était correct là, dans ce temps-là. Donc, les portfolios, c'était des cartables, des énormes cartables produits qu'on envoyait même ça par la poste aux personnes expertes. Bref, il y avait des pertes de cartables parfois, des pertes de portfolios. Mais aussi, vous imaginez un peu la boucle numérique qui était là quand même, là, la boucle de communication qui n'était pas évidente, les allers-retours multiples de correction parce que les situations de travail qui sont développées à l'écrit par la personne étudiante pour démontrer le développement de ses compétences, bien, on soumet une première version à sa ressource enseignante, la ressource va aussi commenter et ainsi de suite. Donc ça, c'est un processus qui prend beaucoup de temps, vous imaginez, pour cette compétence, par exemple, qui est explicitée dans des situations réelles de travail. Bref, donc, toutes ces boucles de communication aussi pouvaient s'entremêler. Vous voyez un peu à droite, là, le fil là, de la pelote de laine, c'est pour signifier un peu, même si nous étions structurés, nous avions une structure qui était bien là, c'était quand même entremêlé. C'était pas toujours facile de s'y retrouver. Et ça ne faisait pas ce mode de fonctionnement-là, il n'était pas en cohérence non plus avec notre BEP qui était asynchrone, avec tout le développement numérique là, sous plusieurs facettes que vous avez déjà vues jusqu'à maintenant. Donc, il fallait trouver une solution qui pouvait faire intervenir tous les acteurs que je vous ai présentés tout à l'heure. Il fallait qu'ils intègrent sur une même plateforme leur rôle et leurs responsabilités et permettent la rédaction d'un portfolio. Alors, si on suit, je vais vous présenter la diapo suivante maintenant pour vous montrer de quoi ça a l'air. Je pourrais passer, en fait, vous savez, au moins 2 heures minimum de temps à vous présenter passage, toutes ces petites ramifications, ces facilités, mais comme le temps est court, je vais tout simplement vous préciser que ce que je souhaite vous communiquer, c'est un outil, c'est pas juste un outil rédactionnel d'un portfolio, c'est un outil de communication et ça, c'est super important, en premier lieu pour l'accompagnement de l'ensemble de ces personnes étudiantes. Donc, Passage, c'est quoi? C'est un portfolio numérique, c'est un logiciel libre développé à la base par Yves de Champlain à l'UQAM. Vu que c'est un logiciel libre à l'UQAR, on l'a utilisé puis on l'a amélioré avec notre façon de fonctionner ucarienne, adapté à notre mode de fonctionnement et à nos exigences de sécurité interne. Donc, toutes les difficultés un peu que j'ai rapportées tout à l'heure, on les a toutes réglées avec Passage. Mais j'attire votre attention sur l'image à gauche. Ça, c'est un exemple d'un portfolio modèle où on fait des tests dedans. Il y a une petite boîte, là, finalement, là, où on voit une zone commentaire. Donc, ces zones commentaires-là, on peut en mettre autant que nous le souhaitons. Autant moi, par exemple, comme ressource enseignante qui accompagne les personnes étudiantes, mais autant pour les personnes étudiantes qui peuvent aller surligner des passages de leur texte et dire « Hey Chantal, il y a quelque chose là qui me préoccupe, je ne suis pas certaine, donne-moi mon avis. » Donc, c'est très facile à ce moment-là et très convivial de pouvoir communiquer de cette façon. Et il y a peut-être de petits outils d'analyse du texte aussi pour faire ressortir, mettre en exergue tous les savoirs mobilisés, les savoirs qui se sont bonifiés, les nouveaux savoirs avec le temps, qui fait en sorte qu'on devient un expert là, de notre métier, bien sûr. Donc, vous voyez aussi à droite, ça, c'est une zone de communication, je pourrais dire synthèse, où une fois que la personne nous soumet sa version, qu'on met des petits commentaires un peu partout, qu'on réagit aussi à ses préoccupations, à ce moment-là, c'est un lieu pour faire un ensemble de communication, puis dire, ben bravo, on encourage, voici sur quoi tu devrais travailler davantage. Et la personne nous répond aussi à même ce commentaire-là. Il pourrait nous dire, hey, pour mes prochaines, peux-tu vérifier tel aspect globalement, j'ai de la misère avec ceci ou cela. Donc, c'est un réel outil là, de communication qui est très convivial à ce niveau. Et le dernier élément là, visuel que je voulais vous présenter, c'est que pourquoi c'est encore plus intéressant Passage, c'est parce qu'on peut intégrer maintenant nos personnes experts disciplinaires qui sont toutes à l'externe de l'UQAR pour la plupart. Donc, nos solutions informatiques à la base ne pouvaient pas intégrer des personnes externes comme Moodle ne nous le permettait pas. Maintenant, Passage le permet et les personnes expertes ont accès
au portfolio, juste au portfolio de la personne qu'ils doivent apprécier le développement des compétences. Et ça, c'est super. Ils communiquent leur évaluation à l'écrit pour préparer aussi l'entretien qu'il y a à la fin du processus, parce que l'évaluation se déroule en 2 étapes, à l'écrit et aussi à l'oral. Donc, toutes ces boucles de communication qu'on faisait avec retour de courriel avant, nous sommes en mesure de le faire sur Passage. Je termine avec la dernière diapo en vous disant que la communication, bien que c'est un logiciel, c'est asynchrone. La communication est au centre de cette façon de voir le portfolio numérique. Et c'est au bénéfice de tout le monde. Évidemment, ça prend de l'adaptation. Et pour tout le monde, et nous formons aussi à la fois les ressources enseignantes et les personnes experts disciplinaires qui doivent interagir avec Passage. Et nous recevons toujours des commentaires des personnes étudiantes à chaque année pour l'améliorer, bien sûr. Alors, merci. Merci, Chantal. Alors, qui dit formation en enseignement, dit formation pratique en milieu scolaire. Entre 2010 et 2025, nous sommes passés de 10 stagiaires par année à près de 200 par trimestre. Rapidement, il a fallu trouver la manière de structurer des stages en situation d'emploi en enseignement et superviser tout ce beau monde-là, efficacement au sein d'un programme offert à distance. Nathalie Gagnon, coordonnatrice de la formation pratique au BEP, vous explique comment nous y sommes arrivés. Merci, Lucie. Alors, on enchaîne le dernier 3 de la formation. Donc, le BP Lucar, on l'a dit, bon, comme tous les autres programmes de formation à l'enseignement, on a un volet important de formation pratique. C'est 700 heures de stage. Chez nous, en fait, plus particulièrement 720 heures de stage que les étudiants et étudiantes auront à réaliser. Mais dès le départ, finalement, on était face à un double défi. D'un côté, il fallait assurer une supervision de qualité équitable pour tous les stagiaires, évidemment, peu importe où ils se trouvaient sur le territoire, mais aussi peu importe leur contexte d'enseignement. Et je me permets ici de faire une petite parenthèse parce qu'en effet, les contextes d'enseignement sont assez variés en formation professionnelle. Les stagiaires enseignent dans différentes modalités. Comme nous, il y a de la formation à distance parfois, il y a des classes plus traditionnelles ou magistrales, mais il y a aussi de l'enseignement individualisé. On peut donc aller superviser dans toutes sortes de milieux, de lieux, en fait, d'enseignement, donc des classes, des ateliers, des laboratoires, à l'extérieur, parfois en forêt, dans des fermes, dans des milieux hospitaliers, vraiment. Donc, ça demandait quand même beaucoup de flexibilité de ce côté-là. De l'autre côté, il fallait composer, on l'a dit, Lucie l'a très bien mentionné, là, une forte croissance, évidemment, au sein du programme, mais au sein des stages en eux-mêmes. Donc, on avait un nombre croissant de stagiaires, mais aussi des personnes superviseurs universitaires qui étaient appelées à les superviser ou à les accompagner dans le programme. On peut changer de diapo. Donc, on l'a dit plus tôt, le BEPUCAR, c'est une formation qui est offerte à distance en asynchrone, mais dans le fond, au plan des stages, c'est vraiment l'hybridité, autant entre les modes présentiels que distanciels, mais aussi entre le synchrone et l'asynchrone qui nous a donné vraiment la flexibilité ou l'agilité dont on avait besoin pour que ça fonctionne, tout en maintenant cette proximité-là qui est quand même essentielle dans l'accompagnement des personnes en stage. L'idée, c'est vraiment de bien connaître chaque stagiaire, son contexte d'enseignement, les contraintes auxquelles il fait face, ses forces, ses défis. Et toute cette connaissance-là, finalement, c'est essentiel pour offrir un accompagnement qui est pertinent, qui est utile aussi sur le terrain. Donc, le stage, il faut le rappeler, je pense que c'est important aussi de le mentionner, c'est un moment de vulnérabilité professionnelle. On se questionne, on teste notre identité enseignante, on doute aussi parfois de nos compétences. Bref, pour nous, c'était vraiment essentiel puis très important de faire en sorte que l'accompagnement soit vraiment soutenu et en continu tout au long du trimestre. Et c'est vraiment la combinaison, finalement, des différentes modalités qui a permis ça. Pour réaliser les observations de la pratique enseignante des stagiaires, oui, on s'en va sur le terrain. Donc, on se déplace dans les centres de formation professionnelle où enseignent les stagiaires, mais on fait aussi des observations qui sont à distance, évidemment, grâce aux nombreux outils numériques dont on dispose. Et cette façon-là, cette hybridité-là, justement, elle présente plusieurs avantages. Vous voyez ici dans le tableau, là, la supervision présentielle, c'est ça qui va permettre de mieux cerner peut-être l'environnement de travail du stagiaire,
de créer aussi une proximité avec cette personne-là. Puis, il faut se rappeler que bien que le numérique a beaucoup évolué dans les dernières années, ben, c'est sûr qu'il y a certains contextes quand même qui se prêtent moins bien aux observations des pratiques à distance. Je vous ai mentionné la multitude de contextes où on est appelé à superviser. Des fois, c'est à l'extérieur, comme j'ai dit, dans une ferme, ou parfois c'est dans un sous-sol où la connexion Internet est juste pas très optimale. Alors, en ce sens-là, ben, on garantit une certaine forme d'équité là, en assurant quand même une présence. En ce qui concerne la supervision à distance, c'est certain qu'elle apporte beaucoup de flexibilité dans nos pratiques. Pour nous, elle nous permet de nous adapter évidemment aux horaires, parce que oui, des fois, il y a de l'enseignement qui se fait le soir, parfois en journée, bien souvent en journée, mais surtout de permettre aussi de rejoindre tout le monde selon la dispersion géographique aussi des stagiaires. Et ça réduit bien sûr les coûts qui sont liés au déplacement. Donc, ça offre une certaine différente façon aussi d'observer parce qu'au niveau de la distance, on peut faire du temps réel ou on peut être en différé aussi, ce qui permet quand même parfois d'analyser plus finement certaines situations, de donner aussi des rétroactions qui sont parfois plus ciblées. Et enfin, un avantage, ben, c'est que plusieurs stagiaires pour la distance, en fait, va tendre à réduire le stress qui est parfois lié aux observations de leur pratique. Prochaine diapo. Donc, pour soutenir les stages, on a vraiment fait le choix de nous appuyer sur un environnement numérique d'apprentissage qui était structuré, mais aussi mutualisé. Et ça constitue, si vous voulez, un petit peu la colonne vertébrale, finalement, de tout le dispositif qu'on a mis sur pied pour la formation pratique. Concrètement, en fait, ça se traduit d'abord par la mise à disposition d'un gabarit de cours stage qui est préconfiguré dans Moodle. Et ce gabarit-là peut être importé par les multiples personnes superviseurs. On a souvent des équipes d'une douzaine de personnes de superviseurs chaque trimestre. Donc, ce gabarit-là peut être importé par ces personnes-là, puis adapté selon leurs besoins, tout en assurant finalement une certaine base commune. On a également privilégié l'utilisation de liens URL vers des documents sources plutôt que de déposer sur Moodle, par exemple, des fichiers directement dans la plateforme. Évidemment, ce choix-là, ben, ça facilite l'actualisation des ressources, ça évite aussi la multiplication de différentes versions d'un même document, puis ça permet d'avoir évidemment les versions les plus à jour. Et enfin, bien, les activités de stage ont été finement découpées ou granularisées, comme on dit, puis elles ont été vraiment intégrées directement dans Moodle. Alors, plutôt que de s'appuyer sur un guide de stage comme on le faisait avant, qui était externe, là, en PDF, qui était plutôt statique, en fait, puis qu'on devait télécharger en entier, bien, maintenant, l'ensemble des activités de stage est désormais structuré à même l'environnement numérique, donc Moodle. Alors, voilà pour les stages. Merci, Nathalie. Alors, tu as utilisé le mot présentiel et présence. Dans les dernières années, nous avons vu le mot présentiel se répandre. Au début, je me souviens, il était sujet de moquerie. C'est quoi le présentiel? C'est quoi la différence? On en a déjà un, ça s'appelle présence. Mais il s'est imposé parce qu'on le sait maintenant que la présence, c'est pas seulement physique et qu'il est possible d'être présent tout en étant éloignés les uns des autres durant une formation. Nous avons donc dû ajuster notre vocabulaire pour distinguer les moments où nous sommes présents ensemble, au même endroit, et donc en présentiel et à distance, même asynchrone. Je laisse Nathalie poursuivre avec cette idée dans les prochaines diapos. Alors voilà, ben, dès sa création, le BEP effectivement a fait un choix très clair, celui de placer la qualité de la présence à distance au cœur de la réussite éducative. Et de cette réflexion-là est née une idée qui est quand même toute simple, mais qui est très forte en même temps. Vous la voyez à l'écran, là, ici, la présence avait peu à voir avec la distance. Et c'est vraiment cette phrase-là qui est devenue un peu comme le fil conducteur qui a su nous guider et nous rappeler aussi à chaque étape de l'évolution du programme, mais surtout dans l'élaboration des cours aussi, que la vraie présence, ben, ça ne se mesure pas en kilomètres, mais surtout dans la qualité des relations et des liens qui vont se tisser, et ça, même à travers un écran. Alors, l'idée n'a jamais été de simplement transposer des cours en présentiel vers des cours en ligne, c'est pas ça du tout, mais on voulait vraiment créer un environnement numérique qui multiplie finalement les occasions d'interaction et qui va assurer aussi une présence constante par la mise en œuvre de différentes stratégies. Changer de diapo. Bon, évidemment, là, j'ai pas beaucoup de temps là, pour m'attarder à toutes les stratégies qu'on peut mettre en place. Là. Il y en a vraiment plusieurs, mais je pourrais résumer le tout finalement en vous disant que
La présence en formation à distance, ben, ça ne repose pas que sur la simultanéité, hein, on est en asynchrone, je vous le rappelle, mais plutôt sur des gestes pédagogiques qui sont bien concrets. Elles vont se manifester d'abord par une visibilité de la personne enseignante qui donne des repères, hein, qui va rassurer aussi les personnes étudiantes, qui vont les guider. Ça passe aussi par la qualité des interactions, qu'elles soient formelles ou informelles, qu'elles soient individuelles ou plutôt collectives. Et la régularité aussi de ces gestes pédagogiques-là va jouer vraiment un rôle qui est clé, en fait, qui est essentiel. Ça peut être des messages, des rétroactions, des suivis constants qui vont vraiment contribuer à installer un cadre stable pour la personne étudiante. On peut aussi ajouter la personnalisation, hein, de l'accompagnement qui permet de reconnaître les parcours, les besoins, les réalités de chacun. Et ça, même quand on a des cours magistraux plus théoriques, là, où on peut aller chercher jusqu'à 60 personnes étudiantes dans un même cours. Puis finalement, ben, une présence forte, hein, c'est aussi une présence proactive qui repose sur l'anticipation des besoins, souvent avant même qu'ils soient exprimés. Voilà. Merci, Nathalie. Alors, j'ai l'honneur de conclure. Avec le temps, le programme de baccalauréat en enseignement professionnel est passé d'une approche artisanale à une organisation structurée et numérique, adaptée à la modalité et à son effectif étudiant. D'un modèle unique au sein de l'université, le programme est passé à un modèle incitatif qui a encouragé le développement d'outils et de dispositifs de plus en plus efficaces, puis il s'est ancré dans un milieu universitaire qui maintenant le soutient et qui y croit. Des pratiques individuelles et des pratiques pédagogiques à petite échelle sont progressivement devenues des mesures ou des ressources collectives et institutionnelles. Au-delà du nombre de personnes étudiantes touchées par le BEP, les initiatives présentées se transfèrent, nous le croyons, à tous les ordres d'enseignement qui placent les personnes étudiantes au cœur de la FAD.